Hello tout le monde, c'est Nadir de Workit, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui c'est le Big Days, le Big Event. C'est l'inauguration de Panda Podcast dans les plateformes de podcast comme Spotify Music et Apple Podcast. Du coup notre invitée d'aujourd'hui est Zora Cousino, elle est conseillère d'orientation et aussi psychologue de travail. Nous sommes donc deux chroniqueurs pour l'interviewer, Vincent et moi-même. Donc c'est parti. Je suis prêt à voir mon émission, mon podcast dans le noir. Comme un panda, filou comme un renard. Je me détends, je m'évade, tout devient rare. Panda, filou comme un renard. Je me détends, je m'évade, tout devient rare. Panda. On va commencer par les présentations. Je vous laisse vous présenter Zora. Effectivement, moi je suis conseillère d'orientation psychologue du travail. J'ai eu une première vie avant dans le domaine du conseil en formation professionnelle. Et d'ailleurs, c'est sur cette première carrière qui m'a amenée vers ma deuxième carrière dans le domaine de l'orientation. Et lorsque j'accompagnais les entreprises, à l'époque je vivais à Paris, dans leurs projets de formation, je rencontrais des cadres ou des pas cadres qui étaient pas très heureux dans leur poste de travail et qui ne s'épanouissaient pas dans leur poste de travail. Et donc, j'ai pensé à ce moment-là à me spécialiser dans des bilans de compétences. Et c'est comme ça que je me suis formée en psychologie du travail. Et l'idée étant de me lancer dans accompagner un individu dans ses projets vocationnels, donc d'orientation post-bac ou même avant le bac, parce que je fais aussi des orientations professionnelles pour des élèves qui ne vont pas jusqu'au bac. Et je fais des orientations aussi pour des lycéens qui obtiennent leur bac et des orientations pour les étudiants qui doivent faire des choix en post-licence ou bachelor et même des étudiants qui ont fini leurs études et qui ne savent pas comment approcher le marché du travail. Et les adultes dans le cadre de bilan de compétences, des adultes qui veulent changer de voie ou alors se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, en tant que psychologue de travail et conseillère d'orientation, je m'occupe de tout ce qui est en relation de l'individu avec son travail. C'est ça, psychologue du travail. C'est s'occuper de cette relation. D'accord. Et donc juste, j'imagine que c'est absolument pas la même méthode pour les étudiants que pour les professionnels qui ont déjà eu une expérience auparavant. Donc un peu quelles sont les différentes méthodes pour vous, enfin selon vous, pour trouver leur vocation? Très bien. C'est très juste, Vincent, de dire avec un étudiant et un lycéen et un collégien, il n'a pas encore vécu d'expérience professionnelle. Donc, il n'a aucune représentation du monde du travail. En tout cas, sa représentation du monde du travail n'est pas réelle. Elle est fictive ou elle est imaginée ou il a une approche un petit peu, on va dire, poétique ou abstraite de ce monde-là. En revanche, un professionnel, quand j'accompagne un professionnel dans un bilan de compétences, je me base également sur ses expériences dans son travail. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces publics-là, ils ont beau être différents, la problématique est toujours la même, à savoir que ce soit le collégien ou le lycéen ou l'étudiant ou le professionnel, ce à quoi il aspire, c'est de faire un travail qui lui convient. Ok, très bien. Et donc dans le convenir, c'est pas forcément trouver sa voie à tout prix. C'est juste un travail qui le satisfait, donc qui peut juste lui permettre d'être épanoui. Est-ce que le but, c'est de trouver vraiment le job qui le correspond le mieux ou trouver vraiment en soi sa vocation, pourquoi il est fait, ce qui est quand même chose compliquée quand on est étudiant et quand finalement on ne sait même pas ce qu'on aime. D'abord, figure-toi, Vincent, que j'ai quelques étudiants pour qui j'arrive à trouver ce que j'appelle le dream job, vraiment le D'accord. dream job, ou alors le truc vocationnel, tripal, qui vraiment correspond parfaitement à ce dont ils rêvent. Et tu as parfaitement raison que de plus en plus, effectivement, je constate que les lycéens et les étudiants, ils ne sont pas très, très animés par les pistes sur lesquelles on arrive en termes d'orientation. Ce sont
des filières ou des domaines professionnels qui fédèrent un maximum de choses qui leur plaisent. Mais ce n'est pas non plus le rêve pour eux parce que, Vincent, la valeur travail a changé. Elle est, on va dire, générationnelle. Le rapport au travail de nos parents n'est pas le même rapport au travail de ma génération, n'est pas non plus le rapport que vous allez avec votre travail. Il y a aussi ça qui a changé. J'ai l'impression que ta génération, en tant qu'étudiant, la tienne et celle de Nadir, et même par rapport aux lycéens qui nous écoutent ce soir, le travail, c'est presque le truc qui doit leur permettre de payer les factures, et c'est pas là qu'ils vont s'épanouir. L'épanouissement, ils le réservent pour autre chose, pour le hors-travail, pour d'autres activités qui ne sont pas dans le travail. Ça, c'est majoritairement, je schématise bien entendu, j'essentialise, mais c'est là où les choses ont changé. Alors que pour notre génération, quand on se dirigeait vers un domaine, c'était vraiment le domaine dans lequel on mettait énormément de sens. Et voilà, et les choses de ce point de vue-là ont changé. Donc, effectivement, je les aide à trouver le travail qui leur convient par rapport à leur cahier de charge qui est drastique, j'en conviens. D'accord, ok. Très bien. C'est vrai que à l'heure actuelle, beaucoup d'étudiants sont un peu perdus parce qu'il y a le côté, moi, je voudrais faire ça parce que j'ai une passion. Par exemple, pas mal d'étudiants qui sont intéressés par tout ce qui est l'art, tout ça. Et finalement, plus tard, ne trouvent pas trop de débouchés. Ils sont du coup un peu coincés. Est-ce que, Laura, est-ce que tu as une solution peut-être pour eux qui sont un peu bloqués? Oui, j'ai une solution. Peut-être que tu souris parce que tu fais allusion à une vidéo que j'ai postée il y a 2 semaines dans laquelle je dis, si tu aimes faire de la photographie et faire de la peinture, ne viens pas me voir, tu ne feras pas la bonne porte. Évidemment, si tu aimes la photographie, la peinture, si tu as une fibre artistique, continue, mais viens pas me voir pour que je te dise, deviens photographe. Photographe, c'est fini, c'est un métier qui est obsolète et peintre, c'est pareil. Et moi, quant à faire, quand j'aide un individu à trouver son orientation ou sa vocation, il faudrait quand même que cette vocation l'aide à gagner sa vie. C'est un peu le sujet quand même. Et donc, si tu possèdes une fibre artistique du type aimer photographier et dessiner, dessine et photographie à côté d'un autre truc qui t'apportera, qui lui te permettra de faire des études et d'avoir un job qui te permettra de payer les factures et de t'autonomiser, etc. Donc, on peut avoir des hobbies, certes, mais on ne peut pas construire tous les projets d'orientation sur les hobbies que vous avez. Si tu aimes faire du skate, ta probabilité de devenir skateur professionnel, je te laisse Nadir la calculer avec tous les tableaux que tu maîtriser et tout ça. Bon, elle est inexistante, cette probabilité-là. Donc, je n'illusionne pas les gens par rapport à un talent sportif ou artistique qu'ils possèdent. En revanche, ce que je dis, c'est que ce talent-là, il viendra enrichir ton profil en tant que professionnel dans tel domaine et il viendra aussi te donner un hors-travail qui est intéressant. Si tu aimes peindre, tant mieux pour toi, parce qu'après ton travail, tu peux aller prendre tes aquarelles et aller faire de l'aquarelle franc-mer ou alors devant ta montagne, etc. Tant mieux. Mais on ne peut pas construire des projets d'orientation sur n'importe quelle passion que l'on possède. Okay. D'accord. Et donc, moi, j'ai une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire. C'est que, bien sûr, effectivement, un footballeur qui n'a pas le talent, enfin, quelqu'un qui est très fort au foot ne deviendra pas forcément footballeur, mais il est possible, donc il aime bien le sport, donc il pourrait très bien travailler dans une structure sportive et donc rejoindre, on va dire, sa passion en travaillant dans le domaine du sport, mais pas forcément être footballeur. Est-ce que donc vous conseillez aussi que ça peut être peut-être un moteur de motivation de travailler dans le domaine de notre passion, pas forcément faire notre passion, mais travailler dans le domaine? Complètement, absolument. Pour ce qui est du sport, voilà, c'est c'est une des rares activités périscolaires sur laquelle je peux construire un projet d'orientation. Donc, effectivement, le sport, à travers, parce qu'il y a des études qui sont dédiées du type
STAPS ou alors du management sportif et autres, parce que là, les filières, elles existent. Mais quand tu as un jeune qui vient te voir sous prétexte qu'il aime gribouiller, et c'est pas parce que tu aimes dessiner que je vais te dire que tu vas devenir architecte. Pour devenir architecte, ce qu'il faudrait, c'est bien maîtriser les maths, un peu de physique parce que tu as besoin de quelques chapitres dans les forces en physique, et surtout une tête bien faite et un profil très, très complet aussi, parce qu'il faut aussi posséder une fibre, j'ai envie d'être très ouvert et au fait de l'actualité, etc., pour devenir architecte. Et les études d'architecture, ce sont des études qui requièrent énormément de persévérance et de travail et d'ouverture d'esprit. Parce qu'un architecte, il ne construit pas un bâtiment, il construit le mode de vie des gens qui vont vivre dans ce bâtiment-là. Donc, il doit avoir une vraie culture générale très consistante. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, quand les mamans m'amènent leurs jeunes filles ou garçons pour l'orientation, elle tendance à me dire, vous savez, elle a toujours dessiné, vous allez voir, elle dessine super bien. Et donc, j'ai pensé que peut-être architecture. Et quand je vérifie en termes d'aptitude scolaire, je m'aperçois que l'élève n'a pas choisi l'aspect maths, par exemple, et que la maman s'attende à ce que parce que sa fille sait dessiner, qu'elle va peut-être avoir une carrière d'architecture. Ben non. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les écoles d'architecture, la majorité des ENSA ne regardent pas le fameux book, c'est-à-dire que ce qu'elle voit, c'est le dossier scolaire de l'élève, à savoir s'il a les bonnes spécialités et s'il est bon scolairement, s'il a au-delà de 15 de moyenne. Et dans les entretiens de motivation auxquels je prépare mes étudiants, c'est pareil, les questions qui leur sont posées n'ont absolument rien à voir avec leur fibre artistique de dessin, mais elles ont à voir avec leur ouverture d'esprit et leur culture générale, voire même sur des aptitudes purement académiques et pas du tout artistiques. D'accord, très bien. Ok, parfait. Et donc, moi, je pense que ça fait une bonne transition parce que vous parliez donc de l'architecte qui a besoin donc d'être fort en mathématiques et en physique et pas forcément être un bon dessinateur. Et donc, quand on voit aujourd'hui, notamment avec la nouvelle réforme du lycée, que le fait qu'il faut, dès la seconde, savoir si on veut plutôt faire des maths ou de l'économie ou de l'histoire. Donc, en soi, si on choisit par exemple maths physique, ou pardon, pas maths physique, mais si on choisit par exemple spécialité littéraire, bah, on ne pourra pas devenir architecte. Et ça, on a fait ce choix déjà très tôt, dès la seconde. Donc, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette réforme et les questions plus générales, comment bien s'orienter dès la seconde, alors que bah, aussi ça revient à ce qu'on disait avant, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire à cette période-là. Alors, c'est vrai que il faut savoir que cette réforme avait comme idée derrière de donner la possibilité aux élèves de choisir leur menu de cours pour faire un lycée et pour après s'orienter. Seulement voilà, pour choisir, il faut être bien informé. Je donne toujours l'image, on ne peut pas mettre un gamin de 13 ans devant un buffet à volonté. Vous mettez un jeune homme de 13 ans ou à 14 ans devant un buffet à volonté, il va prendre des pâtes, et puis des pâtes et un cordon bleu. Et vous avez voulu mettre de la salade, des légumes, du poisson, etc., il ne va pas y toucher. Or, on sait que pour sa santé, pour son équilibre alimentaire, il faudrait qu'il prenne de la salade, du poisson, etc. Exactement la même chose se produit dans la réforme du lycée, c'est qu'on choisit uniquement ce qu'on aime et ce en quoi on est bon aussi. Et ça, c'est quand on est bon, auquel cas on est sauvé. Et le problème, c'est qu'on n'est pas mûr pour opérer une telle réforme de lycée. Et je déplore du coup cette réforme parce qu'au moins avant, inconsciemment, quand on allait en S, eh bien, on savait quelles sont les choses auxquelles on n'a plus droit parce qu'on a choisi S. Ouais, et à l'inverse, quand on fait L, en aucun cas, on songe à l'ingénierie ou etc., etc. Or, aujourd'hui, et ça, c'était dans les textes de la réforme, il y avait vraiment, on a faussé tout et on a dit de toute façon, il serait toujours, on peut toujours faire ça. Et d'ailleurs, je l'ai bien regardé en médecine. Les études de médecine, avant, pour faire médecine, c'est S, point barre.
Et dans S, on pouvait étudier maths, physique et SVT. Aujourd'hui, pour faire médecine, on n'a que 2 spé qui sont scientifiques en terminale. Et il y a des jeunes qui n'ont pas du tout choisi les bonnes spé par rapport aux études qu'ils peuvent faire. Alors, en fait, cette réforme du lycée, elle a tiré vers le bas l'enseignement supérieur. Parce que l'enseignement supérieur a dû se mettre au diapason. Parce qu'il a dû, cet enseignement-là, il a dû insérer des élèves, des étudiants qui avaient des choix de spécialités hybrides. Et ce qui fait, vous avez aujourd'hui des écoles d'ingé qui opèrent des mises à niveau à des étudiants qu'ils recrutent parce que ces étudiants n'avaient pas choisi physique, ils ont choisi sciences de l'ingénieur ou alors ils ont choisi NSI, etc., etc. Et ça, on le fait un petit peu en catimini et du coup, on a mis en place voilà, des mises à niveau qui sont devenues quelque chose d'officiel, etc. Donc, pour répondre à la question, l'impact de cette réforme du lycée, elle participe à la désorientation des étudiants parce que ils arrivent avec leur bac, ils ne sont pas du tout orientés vers un domaine. Ils ont des choix hybrides, ils peuvent tout faire et rien à la fois. Alors j'ai quand même un petit fait intéressant à propos de l'abandon de la spécialité mathématique entre la première et la terminale. À ce qui paraît, selon les stats de l'éducation nationale, ça diminue. Alors, faut comprendre. Alors, en terminale, 38% des élèves optent pour un enseignement optionnel. Parmi eux, 16% choisissent mathématiques expertes, 7% optent pour droit et des grands enjeux du monde contemporain, et 15% suivent mathématiques complémentaires. En tout, du coup, ça fait 59% des élèves en terminale générale qui suivent des cours de mathématiques, que ce soit en spécialité, donc 44%, ou en option complémentaire, 15%. C'est une augmentation de 3 points par rapport à 2022. Mais est-ce que donc vous conseillez en soi donc aux étudiants lycéens de garder par exemple, même s'ils n'aiment pas les maths, un petit peu de mathématiques pour pas qu'ils ne, on va dire, s'enferment dans une case et pour qu'ils aient ensuite le plus de choix possible? Ah, complètement. Ah, complètement. Je suis vraiment on m'accuse de rouler que pour les maths. Et effectivement, quand on a maths comme spécialité, maths avec n'importe quelle autre deuxième spécialité, on arrive à s'en sortir. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on arrive à s'en sortir. Et quand on n'a pas maths, en revanche, c'est très compliqué de s'en sortir quand on veut aller sur un socle sciences, voilà, de façon générale. Et même certaines sciences humaines, y compris l'économie. Donc, évidemment, les mathématiques, c'est utile dans quasiment tout. Voilà. Et donc, moi, mes conseils génériques, c'est de dire ne vous précipitez pas à abandonner les mathématiques. Il faut savoir que, comme tu l'as dit, Vincent, c'est à la fin de la seconde qu'on opère un choix des spécialités. En classe de seconde, le problème, c'est la classe de seconde qui est une classe un peu très ennuyante, difficile. Le jeune, il est en pleine adolescence, il est dans un âge ingrat. Et en plus de ça, tous les enseignements qu'il suit, ils ont le même coefficient. Et il doit faire un choix de spécialité et souvent, ce choix-là, il va se faire de manière complètement irréfléchie et c'est par la suite qu'il va s'apercevoir, ma foi, il aurait dû. Et la seule chose qu'il peut regretter, c'est de ne pas avoir choisi les maths. Le reste se rattrape en études supérieures. Il y a une chose qui ne se rattrape pas, les maths, et de plus en plus la physique. D'accord. Et d'ailleurs, il y a certains établissements dans des pays comme la Suisse et l'Angleterre qui vont mettre en place des tests de positionnement en mathématiques pour nos bacheliers à cause de cette réforme de lycée qui a, voilà, qui a abîmé notre niveau des sciences, le niveau des sciences des lycéens. Et voilà, ça, c'est la conséquence directe de cette réforme. Ah, c'est vrai que même là, on le voit bien dans les classements que la France, chaque année, dégringole de plus en plus et qu'on est vraiment de moins en moins fort en mathématiques. Mais c'est vrai que juste pour parler en 2 secondes là, de mon expérience, c'est que donc moi, j'ai fait une classe préparatoire Oui, et, c'est ce qu'on m'avait dit. Enfin, ma prépa m'a dit
on t'appris parce que, enfin, moi, j'étais avant la réforme. Donc, c'était ES et S. Et moi, j'ai fait économie. Et ils m'ont dit, clairement, on t'a pris parce que tu as fait spécialité mathématiques en 1. Et en 2, ce qui regardait le plus dans mon dossier, c'était les mathématiques aussi. Donc, c'est vrai que, alors qu'en soi, j'étais en filière économique, soi-disant. Et Oui. donc, c'est vrai que je pense, comme vous, effectivement, que c'est très important, les mathématiques, et qu'il faut pas lâcher ça. Donc, voilà. Oui, et d'ailleurs, pour abonder dans ce sens-là, toi qui es dans une école de commerce, quand on voit les masters les plus prisés, ce sont les masters dans lesquels il y a une dose de quantitative qui est très importante. Donc, quand on a suivi l'aspect maths et qu'on a entretenu son niveau de mathématiques, on peut aller sur des masters intéressants. De plus, quand on regarde les concours comme le TAJMAT ou le GMAT, Exact. le quantitatif, il a une place très importante dans la répartition de tous ses skills et ses compétences. Donc, vraiment, quand on a la possibilité de choisir les maths dès la classe de la seconde et d'entretenir son niveau de maths, on y arrive. Et puis, j'ai envie de dire, s'il y a des lycéens qui nous entendent aujourd'hui, les maths, c'est vraiment la matière la plus simple possible parce qu'elle requiert juste de l'entraînement, d'en faire tous les jours. Exactement comme du vélo, comme faire du vélo. Pour devenir bon au vélo, il faudrait faire du vélo tous les jours. Et voilà, c'est cet entraînement-là qui permet plus tard, voilà, d'arriver avec une bonne moyenne de maths. Il faut savoir que quand on a par exemple, les maths. Ce que j'ai constaté modestement sur ces 4 dernières années depuis la réforme du lycée, je tiens des chiffres, c'est que les élèves qui font maths physique et qui ont 14 de moyenne, ils peuvent tout demander en post-bac, ils auront tout grâce à maths physique. Voilà. D'accord. Y compris de bonnes écoles de commerce, d'accord? Et que à côté de ça, je prends un élève qui lui a fait SES et maths complémentaires et AGGSP à moyenne générale égale, c'est l'autre qui a fait maths physique qui va lui prendre sa place. Sûr. Et en plus, je suis d'accord, et de plus en plus, comme on voit aussi avec les tendances d'intelligence artificielle, nouvelles technologies, les maths et la physique, ça va avoir encore plus d'importance aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est quand même aussi important d'avoir des bases, si ce n'est même une culture générale dans ces domaines-là, même si on veut faire du commerce ou d'autres jobs, je suppose. Oui, complètement. Surtout même pour les poursuites d'études, quand moi j'ai remarqué parce que j'ai pas fait un bac S moi, j'ai fait un bac STU 2D, du coup on n'a pas trop insisté sur les maths et non plus trop sur la physique. Quand je suis rentré aux études supérieures, j'ai vu que c'était assez compliqué, il y avait certaines notions que j'avais pas appris en STU 2D, il y avait aussi en physique, j'étais complètement perdu et j'ai dû rattraper ce retard là en quelques mois et c'est quand même compliqué, c'est vachement plus facile de prendre des maths au lycée et quand même à avoir ses bases au lycée que apprendre les bases aux études supérieures et rattraper son retard. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, je pense quand même c'est bien d'en parler puisque c'est quand même le moment, le 30 mai, donc c'est on va pouvoir répondre au choix donc, de réponse de Parcoursup. Oui. Et donc, on voit quand même qu'il y a énormément de formations. Et donc, est-ce que selon vous, il y en a quand même certaines à éviter? Comment choisir, par exemple, entre des établissements privés et des établissements publics? Donc, un tas de questions qu'on peut se poser sur ce sujet-là. Alors déjà, il faut envoyer ce petit monde sur mon compte Instagram parce que pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui, je ne me rappelle plus, j'ai publié quelque chose dans ce sens-là par rapport à établissement public ou privé. Alors, je tiens à préciser que il n'y a pas de différence entre public et privé en termes de qualité. La qualité est à la fois dans le public que dans le privé. Et j'ai même envie de dire que le privé, il a l'impératif de bien gérer ses budgets parce qu'il a effectivement des contributions de la part de l'État, mais qui sont vraiment au minimum. Donc, il a intérêt de bien gérer ses étudiants, sa réputation, sa qualité, etc. Et donc, je constate vraiment une meilleure qualité dans le privé que dans le public. Alors,
Je dis ça tout en étant mal, parce que pour moi, je pars du principe que l'éducation, elle doit être nationale, donc elle doit être publique, donc elle doit être gratuite, elle doit être pour tout le monde, etc., etc. Et j'ai mon mari qui est enseignant dans le public, et moi-même, j'étais très malheureuse quand j'ai dû faire le choix pour la poursuite de mes études, les études de mes enfants, et j'ai dû les mettre dans le privé parce que l'offre du public ne convenait pas au profil de mes enfants. Amélie va m'envoyer un bouquet de fleurs, je parle, ou des Acastera, va certainement. Ah, Il ne faut pas hésiter à lui donner mon c'est pas la adresse. seule, hein. C'est pas Oui, la seule. voilà. Mais je ne rentrerai pas dans cette polémique-là. Et vraiment, quand on aime ses enfants, on les met là où on pense ce qui est le mieux pour eux. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le privé qui répond le mieux à l'attente académique de nos enfants et de nos jeunes. Et donc, c'est pour ça que moi, par rapport aux résultats de Parcoursup, et je sais que beaucoup d'étudiants, y compris ceux que j'ai accompagnés cette année, je les ai inscrits à la fois dans des établissements privés ou publics. Ce qu'il faut voir, c'est le projet d'orientation. Et dites-vous que parfois, ça vaut le coup d'envoyer votre enfant dans un établissement privé dans lequel il sera encadré, il sera bien, et qu'au bout de 4-5 ans, votre enfant est diplômé. Là, il sort de cet établissement la tête haute, et que l'inverse, qu'il soit perdu dans les universités, dans des amphithéâtres où il perd sa motivation et le goût et le sens à ses études. C'est vrai. C'est hyper important, cette motivation-là, parce qu'il m'arrive de réorienter des jeunes qui ont passé 3-4 ans dans les couloirs des universités et qui ne croient plus aux études supérieures à cause de l'ambiance et de l'environnement d'un établissement public qui n'est pas de qualité. Voilà. C'est vrai que je vous rejoins parfois. Enfin, souvent, on peut penser aussi que établissement public rime avec grand amphithéâtre où il n'y a pas beaucoup, on va dire, de discussion entre les élèves et les professeurs. Et donc, finalement, c'est très impersonnel. Et donc, on n'arrive pas à créer de lien et on n'arrive pas à donner, par exemple, des travaux qui répondent vraiment aux besoins des élèves. Donc, ça, c'est vrai. Ouais. Alors moi j'aime les stats, du coup on va sortir les stats entre les différentes statistiques des formations publiques et des formations privées sur Parcoursup. Alors, sélection. À propos de la sélection, du coup le côté public, les écoles publiques sont plus sélectives, basées sur les notes du lycée et le dossier scolaire. Alors les écoles privées, on va dire, sont moins sélectives parce qu'elles prennent en compte d'autres critères comme la lettre de motivation et l'entretien oral. Le coût, l'école publique, frais d'inscription de 170 € à 250 € par an, plus les bourses disponibles, ou bien sûr le public, il y a des écoles qui sont gratuites. Privé, frais de scolarité entre 3 000 € et 15 000 € par an. L'effectif dans une école publique, la classe est vachement plus chargée. On parle en moyenne de 30 élèves par classe. En privé, la classe est moins chargée avec 20 élèves en moyenne. L'encadrement public a du coup un professeur pour 10 à 15 élèves. En privé, c'est un professeur pour 8 à 10 élèves. Suivi et accompagnement. Bon, pour le côté public, suivi individualisé moins fréquent. Le privé, c'est le contraire, un peu plus fréquent, avec un tutorat et un coaching souvent disponible. Là, pour le moment, on n'entend que des points positifs pour le privé, à part, bien sûr, le frais de scolarité. Mais, du coup, débouché, public, taux d'insertion professionnelle similaire au privé. Privé, par contre, ça aide pas mal sur le réseau d'anciens élèves et partenaires avec des entreprises plus développées. Bref, alors on peut parler maintenant des avantages et des inconvénients. Dans le public, l'avantage, c'est gratuit ou peu coûteux, accessible à tous, formation reconnue par l'État. Voilà, c'est déjà quelque chose. Inconvénient, la classe est chargée, moins de suivi, individualisé, sélection plus sélective, du coup un peu plus compliqué sur le côté humain. Du coup, les avantages dans le côté privé, c'est meilleur encadrement, suivi individualisé, formation plus professionnalisante, réseau d'anciens élèves, et du coup, les inconvénients, c'est le coût élevé, sélection moins rigoureuse, diplôme parfois non reconnu par l'État, à avoir. Il faut vraiment checker chaque école privée. C'est vrai, mais donc là, ça fait une bonne transition pour parler donc des parcours d'apprentissage. Par exemple,
on fait moitié en entreprise, moitié. Finance. Oui, c'est ça. Donc, je sais qu'il y a quand même énormément de parcours d'apprentissage. Donc, je crois que c'est 9 000 sur 23 000 formations, quelque chose comme ça. Et donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? À quel type de profil ce genre de parcours correspond le mieux? Voilà. En alternance. Alors, ça, c'est une très belle réponse, je trouve, pour des familles modestes qui ne peuvent pas payer la scolarité post-bac de leurs enfants. Parce que quand même, cette histoire de scolarité, des coûts de scolarité, c'est quand même exorbitant au-delà de payer le logement. Il y a aussi les frais de scolarité, etc. Et donc, il y a des secteurs d'activité qui se sont mis en apprentissage. Je prends l'assurance, l'immobilier et d'autres secteurs, la vente, etc., qui se sont mis en apprentissage et donc ils recrutent des élèves qui vont à la fois former et ces élèves vont pouvoir faire des apprentissages au prix de toute une liste d'entreprises qui ont été repérées pour pallier ce besoin-là. Donc, il y a ça d'une part, et, et d'autre part, il y a donc pour des raisons de coût et pour des raisons de formation. Mais moi, je ne préconise pas un parcours apprentissage à tout prix. Il y a aussi des élèves qui ont besoin de monter en compétence sur un plan purement académique et que l'entreprise peut aussi les rebuter du monde du travail parce que l'apprentissage peut ne pas bien se passer d'une part, et puis parce que le jeune n'est pas forcément mûr à intégrer le monde du travail avec tous les impératifs qu'il requiert, etc., un mauvais management d'un chef d'équipe, etc. Donc, je ne recommande pas l'apprentissage à tout le monde. D'accord. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit quand j'étais jeune, c'était que moi, je voulais faire un BTS en alternance ou même un UT ou un truc du genre, une licence en alternance, tout ça. On m'a dit, vaut mieux faire tes premières années, tes 3 premières années en initiale et ensuite, avec ton master, faire une alternance. Au moins, tu prends pas mal de notions, pas mal de cours, tout ça, pour pouvoir être prêt et avoir un beau bagage pour l'entreprise. Est-ce que du coup, tu rejoins un peu cette idée-là? Complètement, je la rejoins à 100% et la preuve en est, Nadir, là tu es en master. Les gens qui démarrent en apprentissage, ils s'arrêtent au bout de bac+2, bac+3, ils sont essoufflés, ils sont surtout rebutés de continuer et dans l'un et dans l'autre parce qu'ils étaient sur les deux volets à un âge très jeune et ils ne se sont accrochés ni à l'un ni à l'autre. Donc, effectivement, moi, j'ai tendance, dans la mesure du possible, à recommander l'apprentissage ou l'alternance après un bac+3. Ok. D'accord, très bien. Et donc, j'aimerais bien parler donc un peu maintenant des frais de scolarité parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Souvent, il y a certaines personnes peut-être qui ne voudraient pas faire certaines études parce qu'elles estiment que cela coûte trop cher. Si on prend par exemple les écoles de commerce ou même des écoles d'ingénieurs, d'ingé qui sont privées. Et donc la question, est-ce que pour vous, cela vaut le coup donc de payer ces écoles? Est-ce que le retour sur investissement en vaut le coup finalement? Donc qu'est-ce que vous pensez des études qui coûtent assez cher et qui exigent parfois un emprunt? Oui, alors, moi, je trouve que c'est très malheureux de démarrer sa vie d'étudiant en ayant un emprunt sur le dos. Je pense que ça entame les études, d'une part. Euh, les études privées, soit on a des parents qui peuvent nous les payer, soit alors il y a une offre dans le public avec laquelle il faut composer, ou alors faire comme Nadir, se débrouiller par la suite de faire de l'alternance à hauteur de bac+4. Là, effectivement, c'est très raisonnable. Et puis le jeune, l'étudiant, il est assez mûr, il peut gérer les deux au même temps. D'accord. Il y a des écoles privées, effectivement, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie ou du commerce, qui coûtent très cher et qui, pour le coup, valent ce coût-là. Parce qu'au-delà, effectivement, de la qualité de l'enseignement, du campus, etc., il y a aussi le réseau. Et comme on le sait notamment pour les études de commerce, ce qui fait qu'on y arrive, c'est à la fois la qualité de l'enseignement, mais aussi le réseau qu'on a tissé
à travers ces études-là. Ça va de soi. Et effectivement, les alumni de l'ESCP ou de l'EDEC ou même de Schema ou de l'ESSEC, bah, ça reste quand même des références au point de vue réseau. Et puis du côté de l'ingénierie, c'est pareil, avec Epitech maintenant de plus en plus, Epita, etc. Oui. La réorientation, c'est, on va dire, un terme assez délicat pour les étudiants. La plupart, bah, ils font une année de césure, tout ça, de poste, tout ça. Comment on peut les remotiver, trouver une solution pour les remettre en place pendant les années d'études? Dans le droit chemin. C'est ça. Sur le droit chemin. Alors, effectivement, c'est un phénomène qui est croissant, là, des élèves, des étudiants en décrochage, des étudiants qui, au bout de bac plus 2 ou 3, que ce soit en ingénierie ou dans les sciences humaines, qui arrêtent en disant ça ne me correspond pas. Moi, un étudiant sur deux, ce dont je me suis aperçue, c'est pas bon. Il y a parfois un plantage d'orientation réellement. Voilà. Il m'est même arrivé un cas d'un étudiant qui était en prépa Sciences Po, qui a tenté Sciences Po, qui l'a pas eu, etc. Et il est venu me voir pour que je l'accompagne. Et quand j'ai fait un bilan d'orientation, je me suis aperçue que ce garçon avait une vraie appétence dans le domaine de l'ingénierie et il était tellement heureux d'avoir trouvé, entre guillemets, son projet et sa vocation, qu'il a pris des cours de maths et en 3 mois, il a pu vraiment monter en compétences en maths et il a passé le concours Avenir Plus. Il a pu intégrer une école d'ingé. Aujourd'hui, il est en études d'ingé. Donc, il peut y avoir des cas comme ça, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas bien dans leur vocation. Et il y a aussi un problème de goût de l'effort. Et il y a des étudiants qui ont tendance à baisser les bras facilement. Alors ceux-là, ce que je fais, c'est que je les accompagne, je les coach, je fais du coaching pour les aider à surmonter ces difficultés, d'accord, et je les encourage à ce qu'ils décrochent ce ticket de passage. Parce que quand on est arrivé à bac plus 2 ou 3, voilà, et je sais aussi par la suite de leur trouver des passerelles et des domaines dans lesquels ils vont déployer avec un minimum d'épanouissement ou alors, etc., ou un minimum de souffrance en tous les cas. Et je pense que la pandémie a perturbé pas mal de parcours et même de représentations que les jeunes ont par rapport au travail et aux études, etc., malheureusement. D'accord. Et donc là, parce que là, on parlait de réorientation, vous aviez pris donc l'exemple de quelqu'un qui voulait faire Sciences Po et donc qui finalement fait de l'ingénierie. Donc Oui. on passe un peu du coq à l'âne et c'est très bien. Est-ce que vous avez peut-être un exemple de quelqu'un donc là qui pour le coup a déjà quelques années d'expérience professionnelle, qui s'est totalement réorienté, un peu original? J'ai énormément d'exemples de bilans de compétences de gens que j'ai orientés qui étaient dans des domaines divers et multiples. Alors, vous êtes à Lyon. Eh bien, j'ai un étudiant qui est venu me voir il y a 5 ans. Il était en 4e année de l'ECAM à Lyon et voilà, qui voulait arrêter l'ECAM après MathSP, etc. Et aujourd'hui, il est data scientist. Et j'ai fait son bilan. Et il a suivi une formation par Open Classroom, data analyst, data scientist. Et ensuite, il a fait une formation à Power BI et aujourd'hui, il travaille en tant que data scientist, très épanoui, etc. Bon, ça, c'est un exemple qui n'est pas très... parce qu'il est resté dans le giron scientifique. Oui, c'est ça. Et, voilà, et ingénierie. Si, j'ai accompagné une dame qui était dans la banque, conseillère bancaire dans un très grand groupe en banque privée, gestion de patrimoine, qui en avait marre de ce métier-là, que j'ai accompagné et aujourd'hui elle fait de l'accompagnement, elle accompagne des personnes en transition professionnelle. Alors j'ai beaucoup de gens qui me demandent de les former dans mon métier parce qu'il faut savoir que je forme à mon métier aussi. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai un monsieur que j'ai accompagné, il était comptable et il est en train de passer un CAP de cuisinier. Je suis en train d'accompagner une graphiste en ce moment à faire un bilan de compétences à une graphiste, entre autres. Voilà. Voilà, chaque année, j'ai une dizaine d'adultes professionnels qui veulent se réorienter. Oui. Okay.
Parfois, il faut savoir que parfois, quand je fais le bilan de compétences à un adulte, je m'aperçois qu'il est bien dans son travail et que le problème, il n'est pas dans son travail, il est ailleurs. Oh, par exemple, dans sa vie personnelle? Exactement, voilà. D'accord, ok. Moi, j'aimerais bien, donc, juste, ça m'intéresse un peu sur, peut-être que vous voulez garder votre recette secrète, hein, j'en sais rien, mais sur comment vous faites un peu, quel est pour vous un bon bilan de compétences, quelles questions vous posez pour un peu cerner pour quoi donc nous sommes faits, etc., qu'on est par exemple un professionnel depuis quelques années. Alors, quand on est un professionnel depuis quelques années, alors je n'ai pas, alors en tant que psychologue du travail, j'ai étudié ce qu'on appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est la science des tests. Donc, évidemment, j'ai une batterie de tests que je fais passer à l'individu, mais je ne trouve pas la solution dans le test. C'est à la fois des tests que je fais passer, mais surtout l'échange avec la personne. Elle me relate son expérience et aussi la façon dont elle a vécu ses enjeux, ses moments de difficulté, et aussi son relationnel peut aussi être porteur de beaucoup de choses. Et quand j'accompagne un adulte, donc un professionnel, ce qui est très important ici, ce n'est pas d'analyser que son travail, mais d'analyser aussi son hors-travail. Et c'est pour ça D'accord. que je disais tout à l'heure que parfois le problème, il est dans le hors-travail, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ne font rien en dehors de leur travail. C'est ça. Et donc, ils ont l'impression que le problème, c'est que c'est le travail qui apporte qui les rend malheureux. Et en fait, non, le travail ne te rend pas malheureux. C'est le fait que tu n'arrives pas à modérer ton travail et à faire une activité à côté, donc à donner de l'importance à autre chose que ton travail. Et à ce moment-là, tu répartis la casse. Voilà, tu répartis la souffrance et voilà, il y a le travail qui peut être source de souffrance, mais il faudrait qu'il y ait à côté, que tu puisses faire une activité autre, bénévole ou autre, qui peut aussi être source de satisfaction et de reconnaissance et de tout ça à la fois. C'est très important d'avoir une vie sociale ou bénévole, etc., à côté de son travail. C'est même quelque chose qui est clé. Ben, la preuve, vous, Ouais. je suis vraiment fière de vous, les jeunes là, de vous donner de votre temps comme ça, de vous investir à titre associatif pour des causes aussi nobles. Vraiment, je vous prédis un très très bel avenir. Bravo. Ah, Merci. merci beaucoup. J'espère que vous dites vrai. Merci, je suis sorcière, Vincent. Euh, d'accord, très bien. Ok, parfait. Nadir, tu as d'autres petites questions ou pas? Non, après on peut passer sur les questions diverses. Ouais, d'accord. Il y a peut-être. Après, on en a un peu parlé. Oui, donc oui, on a des petites questions diverses, si ça vous convient, Zora. Oui, Euh, on sait donc qu'aujourd'hui, par exemple, la faculté donc, qui a le plus de. Par exemple, qui recrute le plus, où il y a le plus d'étudiants, c'est la faculté de droit. oui, Et on voit que derrière, il y a énormément de décrochage scolaire. Par exemple, enfin, j'ai pas exactement les chiffres, mais je crois que dès la fin de la première année, il y a déjà 50% des étudiants qui quittent. Et 5 ans après, finalement, il reste plus que 10 ou 15% des étudiants qui étaient là la première année. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette formation qui attire beaucoup, mais finalement qui déçoit beaucoup aussi. Donc, voilà. en fait, c'est une formation fourre-tout. D'abord parce que tout le monde peut faire du droit, qu'on soit scientifique ou littéraire ou etc. Donc tout le monde veut s'inscrire en fac de droit. Or, ce sont des études qui, dès la première année, sont devenues, elles ne l'étaient pas, sont devenues vraiment sélectives, puisqu'il y a un test de positionnement dès le mois de fin octobre pour voir un petit peu les compétences transversales de ces. Il y a un écrémage qui se fait à l'issue de ce D'accord. test-là. Et donc, effectivement, ce sont de belles études, les études de droit qui peuvent mener à des carrières vraiment très variées, mais malheureusement, mais c'est des études qui requièrent effectivement de belles capacités rédactionnelles, de la culture générale, etc., etc., et du travail, oui. D'accord, ok. Très bien. Donc, oui, il y a quand même beaucoup de par cœur aussi. Donc, c'est des personnes qui aiment bien apprendre, même quand forcément ça leur plaît pas non plus. Parce Oui, que le droit, c'est très large.
Mais je dirais, Vincent, là où il y a du parcours, c'est sur quand même la médecine. En droit, il faut Ok, comprendre, il faut avoir l'esprit d'analyse parce qu'on doit, et de synthèse surtout. d'accord, ok. On n'apprend pas le code civil par cœur, non, non. Mais en tout cas, il faut avoir voilà, il faut être très cultivé et avoir l'esprit de synthèse et posséder des capacités rédactionnelles. Voici quelques petites infos un peu nécessaires à connaître à propos des facultés de droit en France. Alors, c'est quand même la troisième discipline la plus choisie après licence TAP et licence sciences humaines et sociales. C'est aussi du coup 43,3% d'étudiants qui réussissent leur première année de droit. Alors le salaire d'entrée moyen est à peu près 3 000 euros brut par mois, mais ça dépend des métiers et tout ça. Et du coup, en conclusion, si on peut dire, les études de droit en France sont populaires et débouchent sur de nombreux métiers différents. Le choix d'une faculté de droit doit se faire en fonction de vos aspirations professionnelles, de votre budget, de vos préférences personnelles. Il est important donc de bien se renseigner sur les différentes formations et de comparer les différents critères avant de faire votre choix. Voilà, on repart sur l'interview pour la suite. Ok, d'accord, très bien. Et donc justement un peu sur les... J'ai compris donc qu'il y avait un peu des qualités générales à avoir, esprit de synthèse, pas forcément pour le droit, mais même pour plein de filières différentes. Est-ce que par exemple vous avez, on va dire, des ouvrages, des peut-être plateformes sur Internet que vous trouvez pertinentes, par exemple pour améliorer son niveau en mathématiques quand on n'a pas beaucoup de temps pour se remettre à nouveau, ou en langue, notamment des plateformes que vous jugez pertinentes? Euh, Moi, j'ai tendance à recommander Cartable. Je trouve ça assez bien fait. C'est pas très sophistiqué, c'est assez basique. Et donc, ça rassure et ça permet à l'élève de franchir pas à pas les différents paliers de progression. D'accord, ok, très bien. Et pour les langues aussi, cartable aussi? Pour les langues, on ne peut pas progresser très vite en langue. Cartable, ça couvre toutes les matières en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment pratiquer tous les jours et voilà. D'accord, ok, très bien. Après, pour les langues aussi, un petit conseil, moi j'aime bien regarder des petits films anglais, tout ça, du coup sous-titrés ou même sans sous-titres pour apprendre. Ou alors mettre de la musique dans ses oreilles. C'est- Voilà. C'est- Surtout de la musique à texte. Voilà. Et les podcasts aussi. Ah, ça, Exactement. Ouais. Parce que cet épisode, il va être aussi disponible en podcast, sûrement. c'est ça. En anglais. En Je anglais. ne sais pas, mais on Par verra. contre, pas en anglais, je fais ça, on a les moyens de traduire. Ah, les sous-titres. D'accord, très bien. Ok. Bah, je sais pas donc si vous aviez peut-être un conseil général à donner aux étudiants là qui doivent choisir un peu, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je leur dirais qu'ils osent choisir ce vers quoi ils veulent se diriger, qu'il n'y a pas de mauvais choix et que s'il n'y a que celui qui ne choisit pas qui ne risque pas de se tromper et qu'ils ont beaucoup de chance, ces étudiants, parce qu'il y a de telles passerelles de tel domaine à tel domaine qu'on peut toujours rebondir et retomber sur ses pieds et que le plus important, c'est d'avoir le goût de l'effort quel que soit le domaine et quel que soit le chemin qu'ils vont prendre, le tout, c'est de garder le cap et de persévérer. S'il y a parmi les gens qui écoutent ce podcast des gens qui sont perdus, qui ont besoin d'un coup de pouce, je suis là pour les aider dans cette orientation. Je travaille avec la France entièrement aussi, puisque je travaille par visio. Et voilà, et j'ai plaisir à accompagner tout type de profil, de l'élève cancre à scolaire jusqu'au brillant qui va étudier à Ginette ou à Danielou ou à Louis le Grand. Voilà, voilà. Ou à Lyon 3, pardon, au Lazariste ou alors au parc ou voilà, il faut que je cite des établissements lyonnais, n'est-ce pas, Nadir? Non, il n'y a pas forcément, mais on Les accepte tout Lyonnais, on ici. est là. Très bien. D'accord. Et donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver donc sur Instagram? Voilà, c'est sur Instagram et il y a Nadir qui va publier peut-être voilà, mes coordonnées sur Instagram et LinkedIn et voilà, et j'ai un site internet également, voilà. Ok. Voilà.
Bien sûr, ouais, D'accord. je mettrai toutes les informations sur la rediffusion. Du coup, il sera affiché quelque part par là. Et du coup, en description aussi. Petite dernière question. Oui. Juste vous, qu'est-ce que du coup, Zora, vous préférez dans votre métier en fait? Ah bah, je préfère tout. Tout? C'est-à-dire entre quoi et quoi? Ah non, je sais pas, par exemple, est-ce que vous aimez, enfin, qu'est-ce que vous préférez le plus, c'est-à-dire, euh, on va dire, peut-être plus accompagner les étudiants ou les professionnels, ou Ah, moi j'aime beaucoup, alors c'est peut-être parce que je vieillis, j'aime beaucoup accompagner les jeunes, les étudiants parce que c'est hyper intéressant puisque je m'intéresse à leur parcours et qu'ils sont sur le point aussi d'intégrer le marché du travail. Donc c'est toujours intéressant de voir quelle représentation ils s'en font et ce qu'ils ont acquis comme bagage académique, etc. Les lycéens, ils sont pleins de fraîcheur et de candeur et donc c'est toujours intéressant de leur apporter un maximum d'informations connectées avec la réalité et du monde du travail et des études supérieures. Donc, chaque profil, je trouve vraiment un véritable intérêt. Réellement, je n'ai pas à proprement dit de préférence, si ce n'est qu'effectivement, j'ai tendance à préférer le public étudiant lycéen au public professionnel. Voilà, c'est vrai. d'accord. Je devais vraiment choisir, voilà. Et la chance que j'ai, c'est que je travaille par visio et que j'accompagne des lycéens des lycées français à l'étranger. Donc, je peux accompagner à la fois un Égyptien, quelqu'un de Washington, puisque les lycées français sont partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment chouette voilà, de couvrir des zones géographiques assez reculées grâce à la visio. Ok, génial. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup Nadir et Vincent pour cette interview. J'espère qu'elle aura apporté des informations à des gens qui sont en demande d'informations. Sinon, voilà, je reste disponible s'il y a des gens qui ont besoin d'approfondir et d'aller plus loin. N'hésitez D'accord, surtout très. pas. N'hésitez surtout pas à contacter Zora. Je pense elle pourra vous aider si vous êtes un peu perdu. C'est vrai que là, en ce moment, c'est bientôt la décision pour. C'est le 30 mai, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est le 30 mai? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est le 30 mai. Du coup, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à contacter Zora. Je pense elle pourra vous aider. Plus que 7 jours, hein, il faut aller vite. Il faut être dépêché. Oui, exactement, très bien. Et bonne continuation à vous, Nadir et Vincent, dans vos études, Merci beaucoup. vos projets Merci. bénévoles. Et bravo, 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 vraiment. Merci de votre temps en tout cas. De la Merci. belle jeunesse. Oui, c'est très bien. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir Zora. Au revoir. Au revoir. Fin de journée, je suis prêt à voir mon émission, mon podcast dans le noir. Comme un panda, filou comme un renard. Je me détends, je m'évade, tout devient rare. Panda, filou comme un renard. Je me détends, je m'évade, tout devient rare. Panda. Du coup, si vous voulez retrouver Zora sur Instagram, c'est très simple. C'est Zora-8 orientation. Voilà, elle est disponible sur Instagram. Elle publie souvent des reels, des posts qui sont très intéressantes à regarder. Si vous avez des questions pour tout ce qui est, vous êtes un peu bloqué sur votre orientation, vous pouvez poser des questions sur son compte Insta. Elle va vous répondre, elle va vous conseiller. Voilà. J'espère que cette podcast vous a kiffé. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle podcast avec Vincent et d'autres personnes de l'équipe de Panda Podcast.